Aujourd'hui, nous allons parler des molécules qui composent le monde du vivant. Alors, nous avons vu précédemment que tous les êtres vivants sont formés des éléments chimiques suivants: de le carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène et de l'azote. Alors, ces différents éléments vont s'associer pour former des molécules. Ces molécules vont être très variées puisque nous allons avoir des millions, des milliards de molécules différentes au sein des organismes vivants. Mais toutes ces molécules vont appartenir essentiellement à trois grandes catégories: les glucides, les lipides et les protéines. Ici, vous avez un exemple des différents constituants chimiques de quelques organes de l'homme. Alors, on s'aperçoit que le composant majoritaire est un composant minéral qui est l'eau, puisqu'il y a à peu près 75%. On retrouve des traces d'ions et de minéraux qui sont essentiels au fonctionnement de la cellule. Et puis, nos trois grandes classes de molécules organiques qui sont les glucides, les lipides et les protéines. Alors les glucides sont essentiellement composés de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Pour mettre en évidence les glucides, on a deux systèmes. Soit on utilise l'eau iodée pour mettre en évidence l'amidon, comme l'on voit ici sur la pomme de terre. L'eau iodée va donner une coloration bleu foncé, voire noire. Ou alors la liqueur de Fehling qui réagit avec les sucres pour former un précipité rouge après chauffage. Alors les glucides sont très importants puisqu'ils représentent la source principale d'énergie de notre corps. Les cellules vont essentiellement utiliser un glucide tel que le glucose pour fonctionner. Alors l'organisme va stocker les glucides sous une forme de polymère qui permet de stocker un très grand nombre de molécules de glucose. Chez les végétaux, on va retrouver l'amidon qui va être stocké, comme on voit ici, dans les cellules. Et chez les animaux, nous allons stocker le glucose sous forme de glycogène. Ces différentes molécules de glycogène vont être stockées soit dans le muscle, soit dans le foie. La deuxième catégorie, les lipides. Eux aussi, essentiellement formés de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Les lipides constituent les réserves énergétiques chez les animaux et les végétaux. Ils ont aussi un rôle important puisque ce sont les principaux constituants de la membrane cellulaire. Les lipides sont insolubles dans l'eau et sont essentiellement formés, eux aussi, de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. L'on voit ici sur cette photo une photo de microscopie électronique à effet tunnel, et l'on voit ici l'intérieur d'une cellule, ici l'extérieur de la cellule, et dans ce petit encadré rouge, on voit la membrane cellulaire qui est, elle, essentiellement composée de lipides. On a aussi des graisses. Les graisses sont bien connues puisqu'on utilise les graisses végétales pour l'huile d'arachide, l'huile de noix, etc., etc. C'est simple, si l'on prend par exemple un peu de noix que l'on écrase sur un buvard, on s'aperçoit que l'on a une tache grasse translucide, ce qui est caractéristique des graisses. Les protéines maintenant. Les protéines sont essentiellement formées de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, mais aussi d'azote et de soufre. Alors les protéines, c'est une molécule, grosse molécule je dirais, qui joue un rôle important dans la structure cellulaire. Et sert également au fonctionnement des cellules par la catalyse de certaines réactions biologiques sous la forme d'enzymes. Alors les protéines, ce sont des polymères, c'est-à-dire un assemblage de différents acides aminés. Alors dans l'organisme, il existe 22 sortes d'acides aminés. Par exemple, ici, on voit ici une protéine. Elle est composée de valine, de glucine, d'isoleucine, etc., etc. Ici, nous avons une protéine, ici, qui est une encéphaline, qui est un neurotransmetteur du cerveau, et l'on s'aperçoit effectivement qu'il est formé de carbone, d'hydrogène, d'azote, d'oxygène et de soufre. Les acides nucléiques. Alors les acides nucléiques n'appartiennent pas particulièrement à
une classe telle que les glucides, lipides, protéines, mais elles sont importantes dans le monde du vivant puisque les acides nucléiques vont former l'ADN, c'est-à-dire l'acide désoxyribonucléique. C'est la molécule qui supporte l'information génétique. On va retrouver aussi dans la cellule de l'ARN, qui est l'acide ribonucléique. C'est une molécule messager qui permet à l'ADN de commander la cellule pour ses différentes fonctions. Alors ADN et ARN sont des chaînes de nucléotides, et un nucléotide est formé de l'assemblage d'un sucre, d'un groupement phosphate et d'une base azotée. Ces bases azotées existent au nombre de 4. On verra ça plus tard dans un autre composé. Donc, lipides, glucides, protéines sont les molécules caractéristiques du monde vivant et constituent la matière organique. Alors, on peut effectivement parler aussi d'unité chimique du monde des êtres vivants. Effectivement, puisque tous les êtres vivants sont constitués de lipides, de protéines, de glucides, et ces éléments sont composés des mêmes éléments chimiques, c'est-à-dire carbone, hydrogène, oxygène, azote, soufre. Donc, ceci laisse penser qu'il existe une origine commune. Donc, on va parler d'unité chimique chez les êtres vivants, et cette unité chimique est un indicateur de la parenté du monde du vivant. Alors, en bilan, on peut effectivement retrouver ces petites caractéristiques. On voit que les molécules des êtres vivants sont essentiellement composées d'eau, à peu près à 70%, mais aussi de molécules carbonées. Ces molécules carbonées sont essentiellement formées de carbone, d'hydrogène, d'oxygène pour former les glucides, les lipides idem, et au niveau des protéines, on s'aperçoit qu'on vient rajouter de l'azote et du soufre. Donc l'unité chimique est bien un indice de parenté des êtres vivants. Alors, nous pouvons résumer tout ce que nous avons vu depuis le début de la manière suivante. On peut représenter le monde inerte par les différents composés qui constituent le tableau périodique des éléments. On retrouve du silicium, du carbone, de l'azote, du rubidium, de l'argon, etc., etc., etc. Mais on s'aperçoit que les constituants communs du monde du vivant seront essentiellement de l'eau, des éléments minéraux en petite proportion, on a vu, sous forme de traces d'ions, ou plus concentrés, par exemple le calcium au niveau des os, mais nous retrouvons aussi cette grande caractéristique qui est la matière organique composée de glucides, de lipides et de protéines. Donc carbone, oxygène, hydrogène, azote et soufre. Ces différents éléments, on a vu, vont s'associer pour former ce qu'on appelle la structure commune du vivant, c'est-à-dire la cellule. La cellule animale, je vous le répète, est essentiellement formée d'une membrane qui délimite son aspect extérieur. Dans la cellule animale, on va retrouver un noyau, un cytoplasme et des mitochondries. Par contre, dans la cellule végétale, on retrouve notre paroi végétale ou paroi pectocellulosique. À l'intérieur, pour les végétaux chlorophylliens, des chloroplastes ici, et le grand espace de la cellule est occupé par une vacuole. Ça, ce sont les eucaryotes. On a vu qu'il existait aussi des prokaryotes, éléments beaucoup plus simples, uniquement composés essentiellement des bactéries, qui possèdent une paroi, une membrane et l'ADN ou le chromosome qui ne se trouve pas contenu dans un noyau, à la différence. Donc, toute cette unité chimique que l'on voit ici, et unité de structure que l'on vient de voir, représente bien la théorie ou la possibilité d'une parenté entre les êtres vivants.